Sur la première 7h37, épilogue d'une campagne qui aura été très virulente. Près de 60% des Suisses ont donc dit non hier à la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Les noms les plus forts sont venus notamment du canton de Berne, 68%. Seuls 4 cantons ont dit oui. Le canton de Vaud en fait partie, mais avec seulement 51%, alors qu'il y a une année, 87% des votants vaudois acceptaient la mouture cantonale concoctée par le gouvernement, dont nous recevons le président, Pierre-Yves Maillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, socialiste, bien sûr. On va parler de RIE3 beaucoup, puis un petit peu de ce qui s'est tramé dans le canton de Neuchâtel hier. La réforme hospitalière. Alors vous êtes le chef du département de la santé et de l'action sociale et vous avez vu comme nous Christian Levrat il y a quelques mois, le président du Parti socialiste suisse, lorsqu'il lançait son référendum contre une majorité du Parlement, contre cette RIE3. Tout le monde, en tout cas la droite, le regardait avec beaucoup de condescendance. Peu croyaient que cela aboutisse et aujourd'hui, au lendemain de cette votation, on se retrouve avec quasiment 60% de non. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec un peu de recul? Comment vous expliquez ça, vous? D'abord, je crois qu'il faut effectivement admettre et reconnaître que Christian Levrat était probablement un des seuls, avec quelques-uns autour de lui au sein du PS, à penser que c'était possible. Je crois que là, il y a vraiment eu un flair. Moi, je pensais qu'effectivement, une lutte du PS contre l'abolition des statuts spéciaux et en fait un gros financement supplémentaire pour les cantons, je me disais, mais comment tu vas faire? Ce qui est apparu, c'est effectivement que les autres outils de déduction sont venus au cœur de la campagne et ces fameux intérêts notionnels, voilà, etc. Et puis les autres instruments aussi, ils ont donné l'impression qu'au fond, ce qui semblait être admis par tout le monde, à savoir qu'on traite les entreprises de la même manière, les PME comme les multinationales, bien finalement ne se réaliserait pas parce que quand même il y aurait encore de nouvelles solutions pour alléger encore la facture des multinationales. Ça a déséquilibré la machine, ça? Ça, je pense que ça a rendu effectivement le débat au fond incertain. C'est lié au fait que certains cantons avaient d'autres stratégies que l'alignement du taux à un niveau plus bas, mais alors valable pour tous. D'autres ne voulaient pas baisser leur taux et préféraient justement travailler sur mesure pour les multinationales avec des outils admis par l'OCDE. Mais tout à coup, les gens ont eu l'impression qu'on allait cumuler les deux mécanismes, et ça, je pense que ça a été un des facteurs explicatifs. Et puis l'autre raison, à mon avis, centrale, et qui est surtout très très visible en Suisse alémanique, c'est le sentiment que les gens ont qu'au fond, ces baisses d'impôts se succèdent les unes après les autres. Dans certains cantons alémaniques, on a eu des baisses d'impôts, alors pour les personnes physiques, par centaines de millions. Et puis maintenant, on doit fermer les écoles pendant une semaine à Lucerne, on doit baisser les subsides de la malle, on doit attaquer les prestations qui semblent vraiment de base. Je crois que la Suisse alémanique a vraiment vécu une cure d'austérité ces 3-4 dernières années qui explique ceci. Et enfin, dernière explication pour moi, qui est la plus importante, c'est que nous vivons une crise du pouvoir d'achat, de la classe moyenne notamment, pas seulement, les milieux modestes aussi. C'est une rébellion de la classe moyenne, ce qui s'est exprimé hier. On a une vraie crise du pouvoir d'achat. Ouais. Vous savez, entre le mois de décembre 2014 et aujourd'hui, une famille de 4 personnes en Suisse paye en moyenne entre 150 et 200 francs de plus par mois pour son assurance maladie. Et dans ces conditions-là, avoir encore des budgets de subsides de la malle qui baissent dans la plupart des cantons, le mien, c'est pas le cas, mais dans la plupart des cantons, c'est le cas. Alors vous avez un sentiment vraiment que pour les gens, pour une bonne partie de la population, que cette prospérité qu'on veut garder avec les propositions qui sont faites ne profite pas, même pas à celles et ceux qui travaillent, même pas à celles et ceux dont les 2 membres du couple travaillent, qui parfois ont de la peine à joindre les 2 bouts. Vous nous faites un constat que beaucoup partagent, cette baisse du pouvoir d'achat. Au fond, c'est une surprise pour personne. Mais vous êtes quand même étonné, vous avez quand même été étonné à l'époque du lancement du référendum que ça puisse passer un jour. Au fond, c'est pas paradoxal, ça? Non, parce que évidemment, ce qui était intéressant dans ce débat, c'est qu'on a au fond parlé que d'une partie du texte qui était soumis au vote. Au fond, on a parlé de ce qui manquait dans le texte, des contreparties en termes d'amélioration de la fiscalité des dividendes. Ça, c'est la RIE2 a aussi été un élément fort dans l'explication du vote d'hier. Les gens ont, au fond, accepté de justesse de baisser la fiscalité des actionnaires, cette fois-ci, pas des entreprises, mais des actionnaires. Ils ont vu que les chiffres étaient finalement faux. Et puis, au fond, là, on avait une véritable
une véritable occasion de rediscuter de cette fiscalité des actionnaires qui a été manquée. Donc l'un des sujets, c'était non pas ce qu'il y avait dans le texte, mais ce qu'il y manquait, notamment une amélioration, un renforcement de la fiscalité sur les dividendes. Et puis l'autre chose qui manquait, c'était les contreparties sociales. Comme dans le canton de Vaud. Du type de celle qu'on a fait dans le canton de Vaud. J'entends. Hier, la démonstration, elle est vraiment extraordinaire. Vous avez un vote à près de 90% du peuple vaudois il y a quelques mois. Mars 2016, voilà, ouais. il n'y a même pas une année. On a presque 90% du peuple vaudois. Et puis hier, on est tout juste à 50. Pourquoi ? Parce que dans le paquet vaudois, on avait une augmentation des allocations familiales, dont une première étape a déjà été faite. Une deuxième est prévue à 300 francs au 1er janvier 2019, avec 360 pour les jeunes en formation. Et puis il y a surtout ce projet de faire en sorte que la prime Lamal n'excède pas 10% du revenu des ménages, grâce à une politique de subside qui doit garantir cet objectif d'ici le 1er janvier 2019. Ça a véritablement mobiliser les gens pour que enfin on fasse quelque chose sur ce sujet qui est vraiment qui ruine une bonne partie du pouvoir d'achat de la population. Au fond, pour la campagne au niveau fédéral, il a manqué un tandem Maillard-Broulis, non ? Ce qui manque au plan fédéral depuis longtemps maintenant, et ça commence à se sentir pendant quelques années. Vous savez, la Suisse peut vivre sans grande réforme parce qu'elle a une force de résilience et puis elle s'appuie beaucoup sur les cantons. Mais on vit au plan fédéral effectivement une difficulté de forger des alliances fortes, solides, durables pour les grands sujets. Il y a forcément en politique et en démocratie, il faut de la confrontation, il faut du débat. La droite passe en force là clairement sur un sujet comme ça. Mais bien entendu. Et on la renvoie dans les cordes, c'est ça qui s'est passé. La droite au niveau fédéral, elle a une peine à comprendre cette crise du pouvoir d'achat. C'est ça le problème de fond. Je pense que ces deux hausses de primes qu'on a connues ces 2 dernières années sont en grande partie une explication de ce qui s'est passé hier. Et la droite ne le voit pas. Quand on discute de maîtriser mieux les coûts, de donner plus de compétences au canton, c'est la guérilla contre ceci. Quand on discute de soutenir mieux les subsides Lamal, on considère que c'est une dépense excessive, que c'est de l'arrosage. Tout ça est à côté de la plaque. Et puis il y a un autre sujet qu'on a aussi traité dans notre paquet vaudois, c'est les solutions de garde. Aujourd'hui, 2 membres de la famille, dans une famille, doivent travailler. Pour la plupart des ménages, c'est comme ça. C'est pas simplement une volonté de chacun des 2 membres du couple, louable de rester sur le marché du travail, c'est aussi une nécessité économique. Et avec la difficulté de trouver des solutions de garde, les coûts que ça représente. Oui. Moi, j'ai reçu un courrier il y a 10 jours d'une famille dont les 2 membres du couple travaillent à plein temps pour 10 000 francs nets de revenus par mois. C'est quand même un revenu significatif, mais quand elle fait le décompte entre les frais de garde qu'elle paye, l'assurance maladie, le loyer, cette personne qui m'a écrit me dit il nous reste 400 francs à la fin du mois pour payer les factures. C'est grave. On doit donc améliorer les offres de solutions de garde, les rendre accessibles à la classe moyenne, et puis on doit vraiment régler ce problème d'assurance maladie. Est-ce que vous n'avez pas vécu, Pierre-Yves Maillard, une situation assez schizophrénique ces derniers mois, parce que vous aviez évidemment, j'ai parlé du tandem que vous formez avec Pascal Broulis, fait passer très largement il y a une année le projet vaudois. Sur le projet fédéral, vous avez dû rester muet, vous avez dû rester tapis au fond du bois. Ça vous a pas démangé de sortir du bois ? Bien sûr. D'abord, j'aimerais quand même juste dire que c'est pas le tandem Broulis-Maillard. On est vraiment un gouvernement. Hier encore, Béatrice Métro a montré qu'elle a réussi, évidemment avec l'appui et le travail de tout le Conseil d'État, à trouver une solution pour sur une meilleure législation favorisant des logements accessibles à la population. Évidemment, ces effets se feront sentir dans la durée, mais c'est une fantastique victoire sur une question où d'habitude on échoue toujours. Donc on est vraiment, je crois, depuis maintenant près de 10 ans, dans une culture où on cherche d'abord ce qui peut nous rassembler, avant de chercher d'abord ce qui peut nous diviser. Mais sur votre position, sur votre mutisme par rapport à moi, j'ai dit très clairement que pour moi, ce qui était important, dans la mesure où effectivement, c'était pas mon dossier, on était sur une question fiscale, donc c'était pas dans mon champ de compétences. Et puis, compte tenu de ce que nous avons fait dans le canton de Vaud, j'ai essayé d'avoir une approche retenue, mais d'insister, de préparer déjà l'après. C'était ça peut-être ma petite valeur ajoutée, c'était d'insister pour que les référendaires, annoncent très vite qu'ils veulent une solution,
Et c'est ce qu'ils ont fait, et qu'ils ne mettent pas en cause les moyens prévus pour les cantons. C'est ça qu'il nous faut pour que notre plan vaudois puisse se réaliser comme prévu. Et là, vous avez pleine confiance. Le plan vaudois n'a pas un peu de plomb dans l'aile avec ce qui s'est passé hier? Non, parce que nous avons... notamment ce qui s'est passé, ce que vous avez réussi à concocter pour les familles et toutes les aides sociales y afférentes. Tout ça n'est pas menacé? Au moins, c'est ce qu'on peut reconnaître à l'extrême gauche qui a eu la drôle d'idée d'attaquer ce paquet. Elle a au moins permis que la population dise à quel point elle y tient. Puisque quand vous avez 87% de la population qui dit oui à un projet, je pense que ça engage toutes les forces politiques pour la prochaine législature. Donc chacune des forces politiques va, je pense, recevoir ce mandat de réaliser ce projet tel quel. On avait prévu, au fond, un éventuel échec dans une première mouture du paquet fédéral, puisqu'on a fait en sorte que l'essentiel des mesures qu'on propose s'engage au 1er janvier 19. Ce qui veut dire qu'il reste près de 2 ans, pas tout à fait. Parce qu'on aurait pu vous faire le reproche d'avoir voté trop tôt aussi, de ne pas avoir attendu le résultat fédéral. Ça, ce reproche, vous le contestez? On l'a entendu, mais disons, il est paru de plus en plus vain pendant toute la campagne. Pourquoi? Parce que la plupart des cantons qui n'ont pas légiféré à l'avance, qui n'ont pas fixé les choses comme nous l'avons fait, se sont vus reprocher justement l'incertitude sur l'avenir. Par exemple, la question des communes. Dans beaucoup de cantons, les communes disaient « mais on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, il y a de l'argent qui va venir de la Confédération, mais nous, on n'est pas sûr d'en avoir notre part. » Nous avons tout réglé. On a réglé la répartition aux communes, on a même amélioré la péréquation au profit des villes et de la plupart des communes avec des ressources moyennes et modestes. Donc on avait fixé les choses, c'est ça qui permettait d'avancer dans ce projet. Donc l'anticipation, pour moi, on en voit au fond la nécessité avec le vote d'hier. Donc les mesures sociales, a priori, ne seront pas revues et attaquées? Alors, on a besoin que les statuts spéciaux disparaissent d'ici le 1er janvier 19. La Confédération s'y est engagée. Il s'agit que les chambres fédérales maintenant réalisent cet engagement. Et puis on a besoin du financement prévu pour les cantons. Nous avons bon espoir que ces 2 conditions-là, qui n'étaient pas contestées par les référendaires, se réalisent. Et puis il reste maintenant à convaincre au fond les partisans du projet, c'est-à-dire le Conseil fédéral et la majorité des chambres, qui ont tellement dit que ce projet était vital pour l'économie suisse qu'on ne comprendrait pas qu'ils se dépêchent. Si c'est vraiment vital, et je pense que ça l'est, il faut une action rapide des chambres fédérales. Elle est capable de le faire quand c'est vraiment nécessaire. Et puis il faut vraiment maintenant passer à un esprit de compromis. Je pense que la droite fédérale doit accepter que sur ce sujet-là, comme sur les futurs sujets, par exemple celui de l'AVS, il faut négocier avec la gauche. C'est pas se trahir que de négocier avec la gauche, dont on a vu hier qu'elle pèse lourd dans l'opinion publique. Ce risque brandi par les tenants de RIE3 de voir partir les entreprises, est-ce qu'il est réel maintenant avec ce 60% de non, Pierre-Yves Maillard? Alors, on a encore jusqu'au 1er janvier 19. Si au 1er janvier 19, on a des sociétés qui aujourd'hui payent 8-9% d'impôt sur le bénéfice, qui passent d'un coup à plus de 20%, chacun est juge, évidemment. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Donc vous dites pas non à cette question? Mais bien sûr, moi je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu la réforme qu'on a proposée dans mon canton, par exemple, il y a effectivement des entreprises, soit qui peuvent délocaliser, mais qui peuvent aussi cesser d'investir ou de se développer. Et là-dessus, je pense qu'il va falloir être très clair. Nous avons besoin d'emploi et de croissance économique. Et nous sommes dans un pays où il y a des salaires élevés en comparaison internationale. Ils ne sont pas élevés en regard du pouvoir d'achat qu'ils apportent, mais en comparaison internationale, ils sont évidemment élevés. Nous avons une monnaie forte, nous avons un terrain, un aménagement du territoire qui est strict. Là, vous parlez aux entreprises, quand vous dites ça. Donc nous avons un certain nombre d'éléments qui ne nous avantagent pas dans la compétition internationale. Et là, il y a évidemment à être, non pas les plus agressifs du point de vue international, mais à nous situer dans une fourchette qui soit modérée par rapport à d'autres pays. Ça, c'est nécessaire, pas seulement parce qu'il faut de l'emploi pour nos jeunes, mais je signale toujours, on oublie toujours ce thème. Nous aurons dans mon canton une demi-ville de Lausanne de plus de personnes de 75 ans et plus dans les 20 prochaines années. Ça veut dire 60 000 personnes. Environ 55-60 000 personnes de 75 ans et plus de plus vont au fond, elles sont déjà là, elles vont atteindre cet âge dans les 20 prochaines années. Ça veut dire 3000 lits DMS si on n'améliore pas encore nos soins à domicile à construire. C'est presque 2 hôpitaux de RENA à dédier à cette population-là. Les coûts vont être très importants.
Évidemment, ces personnes âgées mériteront, nous en serons un certain nombre, mériteront d'avoir de bonnes prestations. Pour ça, il faut encore un peu de croissance économique, un peu de croissance démographique pour pouvoir payer ces prestations. Donc on ne peut pas simplement dire après tout, ce sont quelques entreprises qui peuvent partir. Il faut être capable de générer encore un peu de croissance dans le respect de l'environnement et dans le respect d'un accès un peu généralisé de la population à cette croissance. Et si on arrive à faire ça, il y a là de l'espace pour un grand compromis, qui engage les forces de progrès et puis les forces qui sont ouvertes à une croissance durable dans notre pays. Mais vous reconnaissez qu'entre maintenant et 2019, pour les entreprises, une grande période d'insécurité s'ouvre? Alors je pense que dans les régions, dans les cantons concernés, les engagements pris par les gouvernements cantonaux sont des signes qui devraient les rassurer. Les engagements aussi pris par les référendaires eux-mêmes. Quand vous avez les opposants au projet qui disent eux-mêmes il faut une réforme, et nous sommes d'accord, et au fond les choses qu'on contestait sont pas si nombreuses. Message à Christian Levrat. Je pense, c'est le message de Christian Levrat, que je remercie d'avoir été très clair hier. Eh bien je pense qu'il y a pas de raison non plus de craindre l'avenir. On peut être optimiste, pourvu effectivement que chacun tire les leçons du vote d'hier. Bon, alors le vote d'hier, Pierre-Yves Maillard, on y revient. Le non à RIE3 qui est un vote de méfiance dont les racines, Valérie Droux, sont à chercher dans le... Non, c'est Esther Coco, parce que c'est dans le Blick. Je regardais Valérie Droux, ce sera pour l'hôpital. Sont à chercher dans le même terreau, ça c'est intéressant, que celui qui a conduit au Brexit au mois de juin dernier et à l'élection de Donald Trump. Oui, c'est la thèse défendue par la Luzerner Zeitung et le Blick ce matin. C'est un vote contre la globalisation, dit par exemple le journal lucernois. Les Suisses sont méfiants vis-à-vis des obligations internationales, à droite plutôt quand il s'agit de migration, à gauche contre les entreprises multinationales. Ce vote est donc un signe de méfiance. La classe moyenne, auparavant garante d'une économie et d'une fiscalité rationnelle, est devenue imprévisible. Pour le Blick, aucun doute, il ne s'agit pas d'une victoire de la gauche. En des temps ordinaires, RIE3 n'aurait été qu'une formalité dans les urnes. Mais les temps ont changé. Le peuple se méfie de l'élite au pouvoir. Ce 59,1% de non à RIE3 est le signe d'une révolte dont les racines ressemblent à celles qui ont conduit au Brexit ou à l'élection de Donald Trump. Même le Financial Times, dans son édition d'aujourd'hui, considère ce scrutin comme le signe que l'humeur globale anti-establishment atteint désormais aussi la Suisse. Est-ce que vous dites la même chose, Pierre-Yves Maillard, quand vous parlez du pouvoir d'achat qui n'a pas augmenté, qui a même baissé? Est-ce que c'est aussi un vote anti-élite, ce qui s'est passé hier? Disons, je sais comme pas le Brexit ou l'élection de M. Trump. Il y a des similitudes, notamment autour de ça. Quand vous avez une impression qu'au fond, ce qu'on nous présente comme au fond, un projet lié à la prospérité, c'est la même chose avec la Grande-Bretagne, quand on leur dit, au fond, vous risquez la crise si vous quittez l'Union européenne. Quand vous avez des couches entières de la population, des régions entières où vous avez des taux de chômage de 30-40% pour les jeunes, de 20-25% pour les personnes en âge de travailler, puis que vous leur dites, vous leur annoncez la crise, mais les gens se disent, mais attendez, la crise, on y est déjà, nous. Donc ce que vous nous annoncez, c'est la crise pour les gens aisés, pour les gens qui eux sont... alors tant mieux, après tout, comme ça on y sera tous. C'est ça qui commence à germer dans une partie de la population des pays occidentaux. Ces pays occidentaux sont gouvernés sur une ligne qui refuse de redistribuer une partie des fruits de la croissance. Y compris la gauche parfois dans ces pays. Ah mais bien sûr, je suis tout à fait critique. La gauche a aussi son quand vous responsabilité. avez l'Allemagne qui a fait Hartz IV, c'est-à-dire une dégradation des protections sociales, tout en présentant ça comme au fond, une solution pour faire de la prospérité, vous dites aux gens, au fond, on affaiblit vos sécurités. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toujours une petite minorité des gens qui émargent aux régimes sociaux. Mais il y a une majorité de gens qui savent qu'ils pourraient un jour en avoir besoin. La crainte du chômage, elle ne concerne pas que les 5 ou 6% de chômeurs. Elle concerne 30, 40, 50% de la population qui, soit ils sont passés une fois dans leur vie, soit voient leur beau-frère, leur cousine, leur épouse ou quelqu'un de proche y émarger. Donc les protections sociales, on a réussi à les faire croître pendant les 30 glorieuses sans jamais affaiblir la croissance économique. Au contraire, ces protections sociales nourrissent la croissance économique. Dans mon canton, on a fait ces dernières années plutôt l'inverse. On a plutôt développé les protections sociales. On voit qu'on est plutôt un des cantons qui a la croissance économique
qui évolue de la manière la plus favorable. Donc c'est cette façon de considérer la protection sociale, les sécurités sociales et les mécanismes de redistribution des richesses comme des obstacles à la croissance qui a pollué une partie des positions de la droite. La droite doit maintenant comprendre que là, il y a une corrélation qui doit avoir lieu si elle veut qu'un modèle de croissance durable, encore une fois, respectueux de l'environnement, se prolonge. Vous êtes en charge de la santé, on va parler de l'hôpital neuchâtelois. Un canton, un espace, Valérie Drouet, mais 2 hôpitaux. Choix des citoyens neuchâtelois hier de conserver 2 sites donc autonomes de soins aigus, commentés ce matin au-delà des frontières cantonales. Chaos à Neuchâtel, le commentaire du temps. Chaos hospitalier, car le canton est déjà celui qui dépense le plus pour maintenir ses structures à flot. Chaos institutionnel, car la décision d'hier de garder 2 hôpitaux généralistes dits de soins aigus pour 2 petites villes distantes de 25 km ne pourra pas être appliquée à moins de se contenter de dispensaires ou d'opter pour des cliniques sélectives. Un divorce à concrétiser, dit l'édito de l'Impartial et de l'Express. Fini la structure juridique hospitalière cantonale. Après le divorce, il faudra se répartir les biens et les patients, une procédure qui s'annonce particulièrement complexe. C'est le réflexe d'une région qui ne veut pas mourir, commande 24 heures, une leçon exemplaire, là encore, donnée aux élites. Mais il faudra sans doute que les vainqueurs d'hier modèrent leurs ambitions s'ils ne veulent pas déchanter quand la facture de leur projet ouvrira une nouvelle bataille cantonale. Si le peuple a gagné une manche, l'avenir hospitalier neuchâtelois reste encombré de sombres nuages, conclut 24 heures. Comment regardez-vous ce vote qui était une surprise quand même, peu de gens donnaient une chance aux initiants du haut, de la chaude-fond de l'emporter. Comment vous avez vécu ce vote, Pierre-Yves Maillard ? Moi, je suis les débats neuchâtelois autour de la politique hospitalière depuis longtemps. Et nous aussi, oui. Je partage les difficultés de Laurent Courte et puis de ses prédécesseurs. Il y en a eu un certain nombre. C'est pas sa responsabilité, c'est pas son échec hier. Alors, écoutez, je crois qu'il y a vraiment dans cette affaire un choc entre deux visions. La rationalité de l'organisation hospitalière d'une part, qui effectivement imposerait pour une population de la taille du canton de Neuchâtel un site unique. Nous allons le faire dans l'est du canton bientôt. Mais il y a aussi une réalité de ce canton partagé entre le haut et le bas, avec effectivement la région du haut qui historiquement est celle qui a fait cette république par la révolution neuchâteloise et qui vit mal cette évolution. Bon, c'est une donnée, c'est une donnée et Laurent Courte et le Conseil d'État vont faire avec cette donnée-là. Je pense que c'est inévitable. La question des soins aigus comme fétichisation, disons, du débat, je l'ai vu moi-même. Nous avons encore des activités dites de soins aigus dans des tout petits hôpitaux, mais pas forcément la palette complète 24/24 sur tous les. Ce sera possible de faire à la fois la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, selon vous ? Après, il faut peut-être aussi regarder du point de vue de l'intégration entre les services hospitaliers et extra-hospitaliers pour créer des masses critiques, notamment s'agissant des lignes de garde. C'est surtout ça qui coûte très cher. Mais est-ce qu'il y aura la masse critique dans ces 2 villes distantes de 15 km, Pierre-Yves Maillard ? Tous les experts vous diront que non, et c'est effectivement un risque. Vous savez, quand vous avez 2 services hospitaliers à assurer 24/24, vous avez un problème de ressources humaines, pas seulement de coûts. Donc je pense que ça sera difficile, mais je suis convaincu que Laurent Courte, qui est vraiment un des tout bons conseillers d'État que nous avons, je peux vous le dire, qui est intelligent, qui est courageux, il va prendre cette donnée, puis il va trouver les bonnes solutions avec la population neuchâteloise qui mérite de s'apaiser sur ce thème si difficile. Bon, on n'en aura plus le temps, on aurait voulu vous parler des naturalisations facilitées. Désolé, Esther Coco. Bravo à Ada, qui est une amie et que je félicite et qui a fait un super boulot. C'est très rare d'avoir vraiment des victoires sur ce sujet-là. Et puis il y a peu d'hommes ou de femmes politiques qui peuvent dire je me suis opposé, j'ai fait des discours, mais d'avoir obtenu une réalisation pour des dizaines de milliers de personnes, c'est magnifique et je la félicite. Voilà, il y a des socialistes qui pleurent comme Laurent Courte et d'autres qui Elle a aussi font pleuré, la victoire. Mais de joie. De joie. La Lex Mara, comme on l'appelle depuis quelques temps. Merci Pierre-Yves Maillard d'avoir été notre invité ce matin.